Fabienne, bonjour. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de t'accueillir. L'Acced, tu connais, on se connaît puisque tu étais déjà venu nous échanger avec nous lors d'un débat de Île-de-France il y a quelques temps de cela. Là, aujourd'hui, ce sont l'ensemble des régions de l'Acced qui sont présentes derrière cette retransmission en direct. On a envoyé l'invitation à environ 500 personnes. Moi, je voulais commencer, en mon nom personnel et au nom de l'Acced, par te présenter nos meilleurs voeux pour cette année. Alors, elle commence de travers pour l'aspect sanitaire, on va pas revenir dessus. Elle commence probablement dans l'incertitude pour Orange et pour sa direction générale. En tout cas, pendant une heure, on est très très heureux d'échanger avec toi sur différents sujets. On va te poser quelques questions pendant 3 quarts d'heure et puis on laissera une part importante à l'interactivité, aux questions qui arriveront via M-Survey. Et il y a également une question qui va arriver en vidéo aussi d'un de nos adhérents en région. Voilà. Donc là, je serai bien sûr accompagnée de Pascal Meunier pour animer cette Bonjour convention Fabienne. que tu connais, bien sûr. Et la première question, elle s'adresse à toi, mais plutôt avec ta mission COMEX, avec tes fonctions COMEX, hein. Et puis on parlera peut-être d'Orange France ensuite. Euh, Au niveau du COMEX, donc du groupe Orange, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots des grands enjeux du groupe, en particulier comment la stratégie d'Orange va probablement répondre aux contraintes économiques difficiles et exigeantes, et peut-être un mot à la fin sur ce que le groupe Orange, à ton avis, et de ton point de vue, attend de ses managers et de ses cadres sup, puisque c'est ce qui constitue nos adhérents. Tout d'abord, bonjour Marianne, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Et aussi, je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour cette année 2022. Effectivement, elle commence de façon un peu complexe, à la fois le contexte sanitaire pour nous. Mais j'allais dire, voilà, les défis, on les connaît, ça fait des années qu'on les relève. Et j'allais dire, le monde entier en relève un particulier depuis quelques années, qui est aussi source d'opportunités. Donc voilà, il faut rester mobilisé. Alors, par rapport à cette première question qui effectivement est la stratégie du groupe dans cette année 2022, qui est une année clé, puisqu'on est au final, si je me faisais la remarque hier soir, à mi-parcours de 2025 et donc de notre plan Engage 2025. Je pense que nous devons continuer de nous concentrer sur l'exécution de ce que nous avons dit que nous ferions. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Si je reprends au final dans Engage 2025, il y avait 4 grands enjeux. Le premier, les relais de croissance. Le deuxième, réinventer l'opérateur de télécommunications. Et vous venez d'en parler avec Totem et Orange Concession, et avec Thierry et avec Jean Germain. Il y en avait un troisième qui était autour de la data ILIA et de la transformation, et puis un quatrième qui était sur les compétences. Donc les enjeux de l'année 2022, j'allais dire, ils sont plus que jamais d'exécuter ces 4 leviers-là, parce que ces 4 sujets-là n'ont pas changé. La croissance, elle est toujours nécessaire et pour une entreprise, j'allais dire, c'est la priorité. La priorité, c'est d'aller chercher de la croissance, d'aller la chercher avec des relais de croissance qu'on a identifiés et qui sont les bons. Je le rappelle, l'Afrique, et plus que jamais l'Afrique est capable aujourd'hui d'aller chercher de la croissance à 2 chiffres, à la fois sur les bidas, sur le chiffre d'affaires. Les équipes d'Alioun font un travail formidable et il faut y aller. Et moi, je vais vous donner peut-être un chiffre qui est très important, c'est qu'en 2030, 40% de la population mondiale sera africaine. Donc ça veut dire quand même que le potentiel est là. Et que ce choix qui est effectivement perçu comme complexe, comme à risque, évidemment, mais quand vous avez demain 40% de la population qui est sur ce territoire-là, moi je suis convaincue qu'on a fait les bons choix. C'est aussi celui qu'on a sur la convergence, quand on voit qu'on vient de signer ou en Belgique, en Roumanie, qu'on est allé chercher ces deuxièmes pattes qui nous permettent d'être des opérateurs convergents. Voilà, il faut aller chercher ces relais-là. Il faut continuer sur la cyberdéfense. On a prévu de faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023, c'est dans 2 ans. La croissance de 2021 est au rendez-vous. Alors, je ne pourrais donner aucun chiffre parce que nous sommes en période de mute avant la publication des résultats, mais je pourrais donner des tendances. Donc voilà, notre croissance est au rendez-vous. Et d'ailleurs, quand on se compare aux opérateurs européens, la croissance est au rendez-vous. Donc il faut continuer. Et pour un enjeu, on reviendra dessus sans doute après pour Orange France, c'est d'aller rechercher de la stabilité compte tenu de l'évolution du business model en 2025. Et là aussi, on a les moteurs allumés pour aller le chercher. Réinventer l'opérateur, on l'a vu tout à l'heure, c'est valoriser nos infras.
Thierry n'a pas répondu à la question de la valorisation. Oui, il y a transfert de valeur, il faut qu'on se le dise, mais il y a un transfert de valeur qu'il va falloir ensuite valoriser, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on va faire dans les mois et les années à venir. Parce qu'effectivement, les opérateurs de télécom ont 2 challenges aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est le nôtre. Un, exécuter ce besoin de connectivité que la crise sanitaire a rendu plus forte que jamais, et donc être un opérateur à côté de ses clients, tous ses clients en permanence, et puis en même temps se réinventer dans un monde où on voit bien que les opérateurs de télécommunications, et c'est pas que le cas d'Orange, regardez ce qui se passe en Italie avec Télécom Italien, regardez un petit peu ce qui se passe partout, ont du mal au final à prouver au marché que face aux GAFAM, ils vont être capables de capter la valeur. Et ça, c'est une histoire aussi sur laquelle nous devons continuer de travailler, qui fait partie dans le socle d'Engage 2025 d'un premier step que nous avons écrit et que nous allons devoir continuer de travailler. Engage 2025, et je vais terminer là, c'est aussi évidemment cette transformation de l'opérateur que nous avons enclenchée autour de la data et l'IA. On reviendra dessus peut-être quand on parlera de la France, et qu'il faut poursuivre parce que la transformation des opérateurs, elle est clé et elle est un des socles justement de cette valorisation attendue. Et puis c'est évidemment pour nous l'enjeu des compétences, de la transformation que l'on doit opérer. 30% des métiers qui seront opérés en 2030 existent aujourd'hui, ça veut dire que 70% n'existent pas. Et donc, on a évidemment un enjeu de renouvellement de nos équipes, de montée en compétences. Et puis, je voudrais revenir sur un dernier sujet parce que moi, je pense que 2022 va être l'année du virage écologique. Fondamentalement, on l'a mis au cœur de notre projet dès 2019, bien avant tout le monde. Oui, on a été Et précurseurs. nous avons été précurseurs. Donc, oui, on peut se désoler en regardant tout ce qui ne va pas. Oui, on peut aussi se réconforter et être optimiste en regardant tous les choix que nous avons faits qui ont été les bons, qui sont complexes évidemment dans un monde complexe, mais sur lequel au final nous sommes. On commence à délivrer sur cet enjeu environnemental des résultats, de la réduction d'émissions de CO2, de consommation électrique, et on est plutôt bien orienté. C'est pas facile, le challenge qu'on a pris est très élevé. Tu as signé plusieurs partenariats intéressants. On est le premier opérateur à avoir signé en France autant de PPA d'énergie renouvelable. Mais moi, je vais vous dire la chose dont je suis le plus fier. Alors ça, c'est pour Orange France, mais pas que. Nous sommes le seul opérateur européen à avoir pour la 3e année consécutive la double certification ISO 14001 qui récompense le système de management environnemental, c'est-à-dire toute notre vision, et ISO 50001, c'est-à-dire la capacité à réduire dans nos réseaux notre consommation électrique et notre émission de CO2. Donc voilà, regardons ce qui positivement est solide dans notre stratégie, même si effectivement nous avons encore du travail à faire, qui est cette transformation qui doit traverser davantage l'entreprise, parce que dans les benchmarks, effectivement, notre rentabilité, notre profitabilité, au-delà du chiffre d'affaires qui est très bien orienté, lui n'est pas suffisant. Et ça, nous le savons, ça n'est pas nouveau, et c'est l'exécution sur laquelle on doit se concentrer. Donc au niveau des attentes du COMEX sur les cadres sup et managers, ça va tourner beaucoup autour de la transformation selon toi? De l'exécution. Exécuter. Et alors le terme est affreux parce qu'exécuter, c'est pas un très joli mot en français, mais au sens actif du terme, c'est-à-dire au final, effectivement, faire ce que l'on a dit que nous ferions. Vous savez, il y a 2 enjeux dans la vie. Il y a définir le quoi, et puis après définir le comment. Et moi, ce que j'attends des dirigeants, c'est de se concentrer, une fois qu'on a défini le quoi, sur le comment. Et ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup. On va plutôt parler de ça plutôt que d'exécution. Se concentrer sur le comment. Mettre en place les conditions de succès de la réalisation de ce qu'on a à faire. Et puis, j'allais dire, à un moment ou à un autre, quand on prend une décision, il faut se débrouiller pour que ce soit la bonne. Et donc, se concentrer sur le comment, ça sera la bonne décision qui va gagner à la fin. C'est ce qu'on a réussi dans énormément de cas, et c'est à chaque fois là où nous avons gagné. Donc, il faut continuer. Oui, c'est le talent des dirigeants. Exactement, et des dirigeants qui sont nombreux dans cette entreprise. Oui. On a la chance d'avoir beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants, des dirigeants avec des profils extrêmement riches. Donc voilà, c'est ça qui est la priorité pour moi. Merci Fabienne. Bonjour Fabienne. Donc on est le 6 janvier, donc qui dit 6 janvier dit fin d'année, début d'année. Donc pour nous tous, on fait un bilan de l'année passée. Et puis, on se projette dans l'année future, voilà, avec des ambitions, des engagements même. Et donc, juste pour revenir sur l'année 2021, avant la publication des résultats que tu évoquais tout à l'heure, mais on a des belles réussites. Alors, vu de ma porte, il y a bien évidemment la fibre, la 5G,
Le baromètre stratégique que j'ai découvert très très récemment, sur lequel on a une vraie réussite et une vraie différence par rapport à nos concurrents, et sur lequel j'ai découvert aussi qu'on était même premier dans la relation client. Donc ça, c'est très nouveau pour moi. Et donc je voulais voir si voilà, je sais, ma liste n'est pas du tout exhaustive, si tu as d'autres réussites que tu voulais souligner, en tout cas en termes de performance, et puis des réussites de cette année 2021. Alors, je vais me concentrer sur Orange France, Bien sur lequel sûr. j'ai évidemment la plus grande visibilité. Effectivement, le bilan d'Orange France sur 2021 est bon, même si je ne peux pas donner de chiffres. Voilà, nous avons tenu les engagements financiers que nous avions prévu de tenir. La dynamique commerciale a été excellente sur la fibre, sur le mobile, et nous sommes au rendez-vous des challenges que l'on s'était fixés. Dans le cadre d'un business model dont on sait qu'il est compliqué pour Orange France, je le rappelle, la bascule cuivre vers fibre a 2 enjeux. Je me permets de le rappeler parce qu'on en oublie souvent un. Il a 2 enjeux. Une perte de chiffre d'affaires sur, évidemment, le wholesale et sur le cuivre, massive. Et puis aussi, et je le rappelle, pour l'opérateur que nous sommes, et Jean-Germain l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve pour la première fois de notre vie à acheter sur des réseaux tiers, et quand même sur 70% de la zone RIP, un droit d'usage réseau. Donc, il vient aussi gréver les coûts fortement, donc double impact. Moins de recettes, plus de dépenses. Et donc, malgré ça, notre objectif est de compenser au final ces pertes, et nous avons tenu une année 2021 qui sera en décroissance par rapport à 2020, c'était écrit, mais nous avons fait un petit peu mieux que ce qu'on avait prévu, donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et pour moi, les grandes victoires de l'année 2021, au-delà de cette copie que nous avons tenue, de la dynamique commerciale, du leadership sur la fibre que nous avons renforcé nos parts de marché. Quand on est numéro 1, c'est quand même un sacré challenge. J'en vois quelques-uns que je voudrais citer. Nous avons réussi sur le mobile à inverser le mix de notre croissance, qui était beaucoup porté par Soch et qui est, depuis le semestre 2, entièrement porté par la marque Orange. Ça, c'est formidable parce que ça veut dire que c'est de la croissance, c'est de la valeur. Et que la stratégie valeur d'un opérateur qui est quand même dans un marché à 60% sur de low cost, c'est un challenge incomparable. Et moi, je vais vous dire, je peux vous le dire entre nous, mais nos compétiteurs me disent que nous réussissons quelque chose qu'ils pensaient que nous ne réussirions jamais. Quand ils nous le disent, moi, ça me fait du bien et ça, vraiment, ça me réjouit. Parmi les bilans positifs et les succès, il y en a un sur lequel je voudrais revenir, c'est l'expérience client. Parce que c'est le challenge le plus difficile. Être numéro 1 sur la satisfaction client en 2021, sur le marché entreprise, en tout cas pro-PME, belle réussite. Mais sur le marché grand public, nous avons un NPS à 22,7, alors qu'on s'est pris la crise des services d'urgence, souvenez-vous, qui nous a fait un peu chuter. 22,7. Donc on a gagné, je crois, si je ne m'abuse, à peu près 3-4 points. Numéro 1, mais ce qui est le plus important, c'est que derrière cette position de numéro 1, dans une année difficile, tous nos compétiteurs ont chuté. Ils ont chuté de 14 points pour SFR, de plus de 10 points pour Bouygues et de quelques points pour Free. Donc nous avons 10 points d'écart, plus de 10 points d'écart entre la satisfaction perçue chez Orange et celle de notre premier compétiteur, qui est Free. C'est un succès formidable, parce que ça, c'est le travail le plus compliqué, qui mobilise toute la maison, de bout en bout, sur ce que nous avons de plus difficile à faire, satisfaire nos clients. Et surtout à un moment où l'exigence client a cru, où globalement, le besoin de connectivité rend quelque peu parfois fou. Voilà, j'allais dire hystérique, mais ton terme fou me va mieux. Et sur lequel, au final, tout le monde réalise qu'Orange reste encore le grand leader. Et ça aussi, il faut le dire, il faut le marteler, parce qu'il faut qu'on en soit extrêmement fiers. C'était le plus difficile et on l'a réussi. C'est pour ça que je voulais le souligner, parce que c'était une vraie surprise, une vraie découverte aussi pour moi. Et après, ça a été une surprise pour nous aussi. Donc, je me suis dit, c'est quoi la recette qu'on a... La recette magique, c'est nous. Oui, mais... C'est nous qui travaillons sans cesse, sans relâche, nos processus, qui travaillons avec les hommes et les femmes d'Orange pour effectivement améliorer, simplifier, pour améliorer le TEP. Et le TEP s'est fortement amélioré. Pour améliorer le SAV, pour réduire au final les interventions non nécessaires, pour se concentrer sur l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel. Mettre notre énergie là où nous sommes attendus, là où nos clients nous attendent, dans nos boutiques, au service client, sur le digital, parce qu'il progresse, au moment de l'intervention, au moment où c'est douloureux pour le client, au moment de la réclamation, au moment du déménagement, au moment où au final il est en difficulté parce que la fibre n'est pas arrivée, parce qu'on a eu 1, 2, 3 échecs de production et qu'il faut y retourner. Au moment où le SAV là aussi patine, parce qu'effectivement ça n'est pas simple. C'est là où on réussit et c'est là où on met notre énergie, c'est là où on souffre, il faut le dire. C'est difficile.
mais c'est là où, globalement, on gagnera et on fera la différence. Donc, j'allais dire, c'est le revers positif de la médaille, effectivement, de la difficulté de l'exécution dont on parlait tout à l'heure, mais qui est au final notre force. Donc, allons-y. Bien, très bien. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir, comme tu le dis. Et je Pas voulais bouder revenir son sur plaisir. un élément que tu as évoqué tout à l'heure. On a eu une difficulté en mois de juin dernier par rapport au service d'urgence. Tu peux nous en dire quelques mots où on en est par rapport, on était sous surveillance de la part de l'État. Donc, Je pense que nous le sommes encore. Alors, cette crise des services d'urgence, effectivement, nous a amené à prendre un certain nombre de plans d'action qui ont été à la fois définis par l'audit interne que nous avions fait et également par l'ANSSI. Il y avait 16 ou 18 recommandations. À la fin de l'année, nous étions à peu près à un peu plus de 60% de mise en œuvre de ces recommandations. Donc voilà, nous serons dans les clous de ce que nous avons à faire. Nous avons d'ailleurs, les équipes de marque ont déjà fait une sorte de simulation de crise que certains ont vu en fin d'année pour voir si au final les recommandations que nous avions mises en place étaient efficaces. Elles l'étaient et nous pouvons donc continuer à déployer ce plan. Nous serons prêts pour le test et la simulation qui touchera tous les opérateurs de télécommunications que le gouvernement veut mettre en place au premier semestre 2022. Donc voilà, nous sommes dans les clous de ce que nous avions identifié. Nous avons d'ailleurs même, avec Marc Blanchet, avec Christophe Dessaigney, élargi à plus de 60 recommandations au-delà de cette crise, des points que nous avions identifiés de vigilance et qui n'étaient pas liés à la crise, mais qui nous ont permis au final de revenir sur notre métier de base, qui est toujours vérifier que tout ça est très solide. Et donc, nous continuons évidemment au global à travailler sur la solidité, sur la résilience, sur la résistance face à ce type de crise. Moi, je voudrais quand même rappeler que depuis... là, je sais que je vais faire du mauvais esprit, mais c'est pas grave. Il faut en faire de temps en temps. Depuis, vous avez eu quelques opérateurs bleus, rouges, Oui. qui ont quand même eu des indisponibilités d'une journée, donc tous les services d'urgence étaient aussi quand même en l'air. Vous avez eu un Deutsche Telekom, je me permets de le citer parce qu'ils nous ont appelés à ce moment-là, qui s'est retrouvé en l'air, lui aussi, pendant 2 jours, notamment sur les services d'urgence. Pas eu la résonance médiatique que Oui. nous avons eue. Moi, je me dis au final, et je vais rester là-dessus, qui châtie bien, aime bien, voire adore. oui, je partage. Bon, là, c'était le bilan, alors plutôt très, très positif, en tout cas, par rapport à ce que tu viens d'évoquer là. Et donc, on va essayer de surfer là. Et donc, pour 2022, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a des enjeux très importants. On arrive en crête sur la fibre, au moins, en tout cas, en Île-de-France. Et voilà. Il y a également le cuivre que tu as évoqué là. Et donc, est-ce que tu veux nous faire un panorama de ce qui peut nous attendre et des engagements qui nous attendent? Alors, 2022 est une année importante comme toutes les années parce qu'effectivement, on a toujours ce business model qui va continuer de s'accélérer. L'accélération bascule cuivre fibre, évidemment, va accélérer la décroissance de nos revenus. Donc, j'allais dire, plus que jamais, il va falloir tenir la copie financière et au global, cette croissance de chiffre d'affaires qui est au rendez-vous, qui l'a été. Et je voudrais là aussi le dire, au final, sur la croissance de chiffre d'affaires de tous les opérateurs de télécommunications sur les 3 premiers trimestres. Le premier, c'est Orange. Voilà, et c'est la première fois aussi que ça nous arrive. Donc, il va falloir continuer en 2022 d'aller chercher de la croissance de chiffre d'affaires. Il va falloir continuer de se transformer parce qu'il va falloir continuer d'être plus efficace pour maîtriser nos coûts. Et ça, ce sont bien les 11 programmes dont on a parlé l'année dernière qui ont commencé à délivrer. 96 millions d'euros d'économies ont été cherchés à travers ces 11 programmes, c'est très important. 40 millions d'euros sur le SAV Broadband, D'accord. donc ça marche. Donc il va falloir qu'en 2022, on continue de faire ce que nous avons commencé à faire, c'est de se concentrer sur nos programmes, concentrer sur des priorités qui doivent nous aider à accélérer notre efficacité, notre transformation, pour aller chercher de la rentabilité, de la profitabilité, parce que globalement, nous le savons, nos revenus qui généraient beaucoup d'EBITDA s'effritent. Donc voilà, ça c'est la priorité. Et puis, j'ai envie de vous parler, moi, de 2 challenges fondamentaux pour l'année 2022 qui vont être un peu nouveaux. Il va falloir réussir la transformation de ce que nos équipes ont préparé en 2021, c'est-à-dire ce déploiement de la 5G, qui doit être un réseau sur lequel nous allons devoir cranter, j'allais dire, une capacité à monétiser et aller chercher un nouveau relais de croissance. Parce que tu l'as dit, la fibre arrive d'abord à son pic et qu'on va commencer la décroissance du déploiement. Et puis, on commence quand même plus de la moitié des Français aujourd'hui, dans le parc broadband, ont basculé en fibre. Donc, évidemment, la bataille va commencer un peu à s'essouffler. Donc, la 5G doit arriver comme relais de croissance. Et nous devons réussir ce challenge-là. Et
il va falloir qu'au-delà du déploiement des réseaux qui a été fait, de l'expérience client qui doit être différenciante, réussir j'allais dire, cette bascule de nos clients qui ont commencé à s'équiper, d'abord en terminaux, en offres, mais arriver à les faire migrer maintenant sur à la fois offres et terminal pour que globalement nous allions chercher évidemment cette croissance. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième grand virage de l'année 2022, et ça je voudrais aussi le mettre en avant, c'est que depuis plusieurs années, nous travaillons en silence à la grande révolution qui pour moi sera celle des années 2020-2030, qui est l'arrivée de la data et de l'IA. La data et l'IA seront dans les 10 années à venir le même niveau de transformation que celui qu'on a vécu avec le digital dans les 10 années passées. Et nous nous y sommes préparés. Nous avons une équipe sous la houlette de Michel Jumeau qui a fait un travail formidable de préparation, d'abord de collecte de la donnée, de qualification, d'identification au final des chaînes de valeur, de là où nous devions nous concentrer et d'un plan d'action qui en 2022 va se déployer avec des tests qui commencent en ce début d'année, d'un outil de recommandation, de personnalisation qui va nous amener au final à nous concentrer non plus sur les offres comme nous l'avons fait, mais sur le client. Je vais partir de nos dizaines de millions de clients et arriver en proposant des offres adaptées, recommandées par client pour générer le plus de valeur possible. Nous avons pour objectif d'aller chercher un incrément de 77 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2023. C'est énorme pour nous. Donc, ce n'est pas une offre par client. Ce n'est pas une offre par client. C'est je pars du client, offres, je te connais, monsieur le client, je sais ce que tu as, je sais ce que possède la famille et donc je vais venir à toi avec la meilleure offre possible, le meilleur upgrade, la meilleure recommandation. Et nous allons commencer à le tester dans les boutiques, puis nous le déploierons sur les services clients. Il commence à être déployé depuis la fin de l'année sur le digital et en marketing direct. Et c'est toute la maison qui va changer de paradigme. Et réussir enfin ce que nous voulons faire depuis des années, c'est partir de nos clients pour arriver grâce à la data IA et en fait avoir un adressage personnalisé. Ça va être un step majeur qu'ensuite nous allons évidemment continuer de déployer, parce que la data IA pour moi c'est un levier de transformation, c'est un levier d'efficacité de performance, et qu'on va aussi, et j'ai demandé en fin d'année aux équipes maintenant de se concentrer, parce que ça a été enclenché, sur effectivement ce qui moi me paraît le plus important, c'est l'efficacité aussi interne, notamment dans l'intervention, dans la façon dont on adresse nos clients en matière de relations clients sur nos réseaux. Donc voilà, ça c'est deux enjeux fondamentaux. Et donc, d'ailleurs, je relevais que la data LIA fait déjà partie des 11 chantiers prioritaires, déjà de cette année. Et donc, par rapport à ces chantiers, les 11 chantiers en question, est-ce qu'il y en a qui te semblent déjà aboutis, en tout cas en mise en œuvre assez réelle? Est-ce que, tu viens d'évoquer que l'IA et la data, on est encore en phase de rodage, en tout cas de lancement. Et par rapport à ces 11 chantiers, est-ce qu'ils ont, tu sais les qualifier ou tu sais les approprier, enfin les définir en termes de démarrage? Alors, les 11 chantiers, je rappelle, devaient concourir à 3 enjeux. Le NPS, on peut dire que nous avons réussi. Des économies, je vous ai dit 96 millions d'euros, 40 millions d'euros portés par le SAV Broadband, oui. Troisièmement, chiffre d'affaires, 25% de croissance, oui aussi. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de tirer le bilan de ces 11 chantiers, de ces 11 programmes, et certains ont délivré, donc vont pouvoir revenir en run, et donc nous allons en fermer certains, ce qui va nous permettre d'en ajouter de nouveaux, enfin d'en substituer. Moi, je ne veux pas qu'il y en ait plus que 11. Prioriser, c'est savoir renoncer, c'est difficile, mais il faut le faire. Et donc, nous allons pouvoir en fermer certains et en intégrer de nouveaux. Notamment, il y en a un qui, moi, me tient à cœur, qui est celui j'allais dire, la delivery, j'aime pas ce terme-là, mais dans le domaine du B2B, qui pour moi est un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on se reconcentre pour réussir ce qu'on a réussi à faire sur le TEP, sur le SAV, où on voit qu'on a réussi en se concentrant à aller chercher des résultats significatifs. Donc oui, on va et on communiquera d'ici très peu de temps sur le bilan et sur ce que nous fermerons parce que le run va pouvoir prendre le relais et ce que nous allons au final faire, que nous allons réinjecter au final dans ces 11 programmes. Mais en tout cas, moi ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que lorsqu'on se concentre, lorsqu'on priorise, d'abord nous réussissons et on réussit à craquer des sujets qui sont des points de douleur depuis des années. Le SAV Broadband en est un. On a réussi, et ce sera très intéressant quand vous regarderez les chiffres, de voir que nous avons réussi à faire ce que nous n'arrivions pas à faire jusqu'à maintenant. Le taux d'échec de production, pareil, que ce soit sur le marché grand public ou sur le marché B2B. Donc voilà, ça pour moi, c'est le message à retenir en tant que dirigeant.
et en tant que manager. Donc un vrai message de fierté, en tout cas pour cette année-là, et une ambition sur laquelle on va être nourri par rapport à ce qu'on vient de faire. J'avais un autre sujet aussi très récent, c'est l'accord intergénérationnel qui vient d'être signé il y a quelques jours. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots et peut-être aussi avoir une projection sur sa déclinaison? Alors ça sera un des grands, évidemment, sujets de l'année 2022. Mais je te laissais l'honneur d'en parler le premier. C'est évidemment un sujet clé qui, pour moi, doit adresser 2 typologies de collaborateurs. D'abord, les collaborateurs qui vont bénéficier de ce programme et qu'on va accompagner, comme nous l'avons toujours fait, dans des logiques intergénérationnelles, à quitter l'entreprise après des engagements très forts donnés à cette entreprise. Et puis, et ça va être ma priorité, et c'est la priorité des managers, qui va être évidemment de se concentrer sur ceux qui restent. Et notamment sur la charge de travail qui va être induite par cette transformation importante, au-delà du transfert du savoir et des compétences. Et pour moi, nous avons 3 enjeux derrière, dans ce chantier d'intergénérationnel. Le premier, c'est évidemment celui de vérifier que la charge de travail, l'organisation du travail va pouvoir être solide et être compatible avec ces départs. Et elle peut l'être. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons travaillé sur ce projet depuis longtemps, que nous le préparons et que nous allons continuer de le préparer avec les managers, que nous sommes en train de structurer une équipe. J'ai d'ailleurs nommé Jean-Marc Escalette comme directeur de programme pour concentrer toute son énergie à la fois en tant qu'ancien DO et en même temps connaissant bien les directions métiers pour que nous soyons les plus vigilants possibles sur la gestion de ce programme et de ses impacts. Parce qu'au final, cet accord intergénérationnel, il va nous poser plusieurs questions. Des questions de compétences, avec des recrutements de jeunes, mais de monter en compétences. Il va nous permettre aussi d'être un levier de transformation, d'accélération de transformation, en arrêtant des projets non nécessaires, en arrêtant des sujets qui ne sont pas prioritaires, en continuant de mutualiser, en continuant d'automatiser. C'est vrai qu'il y a des activités que nous n'avons pas automatisées parce qu'au final, nous avions encore des équipes et des salariés. Donc, nous allons devoir enclencher un cycle vertueux entre départ et automatisation, et nous avons des leviers. Et puis, évidemment, derrière, nous allons aussi aller chercher cet équilibre qui est nécessaire entre les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Je le rappelle, c'était le projet initial que Stéphane Richard avait mis sur la table à travers ce programme, et il est nécessaire. Et il l'est d'autant plus qu'effectivement, nous savons bien que ces dernières années, nous avons eu un déséquilibre qui s'est installé. Donc voilà, 3 enjeux, pas simples, mais pour rassurer tout le monde, sur lequel nous avons travaillé, sur lequel nous mettons une équipe en place dédiée pour accompagner toute la ligne managériale, parce que globalement, ça va être l'enjeu des dirigeants au final qui sont là et qui sont à la manœuvre. Merci. Merci Fabienne. Alors une question maintenant, tu t'y attends sans doute, on ne peut pas te recevoir en ce moment sans évoquer la gouvernance du groupe post-Stéphane Richard. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, nous n'allons pas te demander qui va remplacer Stéphane Richard et qui sera le DG, nous n'irons pas jusque-là, parce que nous savons bien que tu ne nous répondras pas. Et je voulais juste nous voulions avoir ton sentiment sur cette double gouvernance à 2 têtes par rapport à ce qui s'était fait avant. Donc président directeur général, nous passons à un président directeur général. Quel est ton avis là-dessus? Alors, il faut prendre un peu de recul pour répondre à cette question et d'abord se dire qu'au final, la France était assez atypique dans le monde. Quand on regarde les États-Unis, quand on regarde l'Allemagne, l'Angleterre, la dissociation des fonctions de président et de directeur général est une pratique courante et usuelle mise en place depuis déjà plusieurs années. Pourquoi? Parce que, en fait, le monde économique dans lequel nous vivons, et je pense qu'on le sait tous, il est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, de plus en plus incertain. Et là, on a gagné ces 2 dernières années, j'allais dire, en crescendo. Et il demande au final une rapidité de décision de plus en plus forte. Et les challenges, au final, qu'ont toutes les entreprises, elles sont doubles. Je l'ai dit tout à l'heure. Définir une vision, et une vision qui n'est pas simple à trouver. Et pour les opérateurs de télécommunications, c'est encore plus particulièrement complexe, compte tenu du challenge dans lequel nous sommes. Et 2, se concentrer sur l'exécution, se concentrer sur les opérations. Donc c'est pour ça que la plupart des entreprises dans le monde ont fait ce mouvement-là. C'est pour ça qu'en France, ce mouvement aussi s'est opéré dans toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises complexes. Les simples n'ont pas besoin de dissociation. Mais chez tous les grands, au final,
Opérateur, et je ne vais pas parler que de télécom, mais opérateur, la dissociation se fait. Elle s'est faite chez Renault, elle s'est faite chez Air France, elle s'est faite chez Engie, elle se fait chez Air Liquide, elle s'est faite chez L'Oréal. Toutes les grandes entreprises qui ont des footprints internationaux et qui ont des challenges colossaux ont fait cette dissociation. Et donc, moi, je pense qu'elle est nécessaire parce qu'elle rendra l'entreprise plus forte. Donc ça, c'est un point très positif. Et puis, il y a un dernier point que je voudrais mettre en avant, qui est qu'au final, dont on parle peu, mais qui est qu'aujourd'hui, quand vous regardez la façon dont les entreprises sont notées, l'extra-financier, dont on parle encore peu chez Orange, mais qui va être aussi l'un des grands changements de nos années à venir. L'extra-financier, il est passé sur quoi? Sur l'inclusion, les salariés et l'équilibre, les enjeux environnementaux et sur les règles de gouvernance. Et de plus en plus, les entreprises sont notées sur, au final, les bonnes pratiques de gouvernance. Et je pense que toutes les entreprises vont devoir passer par, au final, cette dissociation, parce que c'est considéré par les grands acteurs des notations extra-financières, Vigéo et autres, comme une règle. Et comme une règle sur laquelle ils sont de plus en plus attentifs pour noter les entreprises, et ça rentre au final dans la valorisation de l'entreprise. Ça, c'est un sujet extrêmement aussi important de demain. Et donc, je pense que nous sommes dans le bon timing.